On va commencer cette session. Du coup, cette session qui s'intitule Des interventions psychologiques, sociales et environnementales au service des capacités de la personne et de sa qualité de vie. Une intervention qui réunit plusieurs personnes. Aurélie Olagnon, qui est à ma gauche, qui est orthophoniste, qui est consultante en gérontologie. Euh, Bernard Guyet, qui est président du groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes. Marlène Garcia, qui est kinésithérapeute, qui travaille sur le projet autonome, l'appartement thérapeutique. Nous devions avoir Fanny Cérès qui devait se joindre à nous, elle est malheureusement souffrante, donc du coup je vais intervenir pour elle sur la question de l'agencement des espaces pour les personnes qui ont des maladies neuroévolutives. Je commencerai en fait cette session en fait, par une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais tout jeune clinicien et que je travaillais un peu de psychiatrie, donc absolument rien à voir avec les maladies neuroévolutives. C'est sur une situation finalement où on avait un jeune adolescent, son père, sa mère, et il y avait vraiment un grand problème d'expression des affects entre l'adolescent et son père. Je vous passe toute la vignette clinique qu'il y avait avec, hein, c'était un peu long. En gros, le symptôme de la famille, c'était l'adolescent, c'est lui qui était un peu pointé, qui avait des troubles par rapport à ça, qui avait des difficultés dans ses relations. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait vraiment cette problématique de lien affectif entre le père et cet adolescent. Et j'intervenais avec un psychiatre, on intervenait toujours en binôme dans cette équipe-là. Et à un moment donné, on s'est posé vraiment la question de comment faire pour que... enfin, on avait identifié ces problématiques-là et comment faire pour que l'adolescent et son père se rapprochent. Et on avait essayé plusieurs choses en leur disant, est-ce que ce serait bien que vous fassiez des activités ensemble, peut-être essayer de dîner ensemble le soir, de vous voir, de parler un petit peu. Et au fur et à mesure où les choses avançaient, ça ne se résolvait pas, il n'y avait pas beaucoup plus de communication. Et jusqu'au jour où on a dû sortir l'ordonnance et on a fait une prescription de bisous. On a demandé finalement au papa et à l'adolescent de tous les soirs se faire un bisou avant d'aller au lit. On leur a demandé aussi de tous les samedis de passer au moins 2 ou 3 heures ensemble, de préparer une activité, mais de passer 2 ou 3 heures ensemble. Et je vous le mets dans le mille, effectivement, les choses ont commencé un peu à s'améliorer. Alors, tout ne s'est pas forgé autour de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez important et qui s'est vraiment amélioré à travers ce lien affectif qu'il pouvait y avoir. En fait, c'est un peu un lien affectif, c'est un lien d'amour en fait, qu'il y avait entre le père et son fils, et qui a permis vraiment de dénouer toute une situation dans cette situation-là. Alors, c'est vrai que l'amour, c'est pas une indication médicale. En tout cas, on le prend pas trop au sérieux quand on fait une indication médicale. Et pourtant, quand on le met sur une ordonnance, qu'est-ce que ça marche bien. Et en fait, l'amour, ce dont on se rend compte, c'est que c'est une problématique qui est un peu au cœur de beaucoup de problèmes, qui est un peu au cœur aussi de beaucoup de nos préoccupations, qui est un peu au cœur de nos besoins d'une manière générale au quotidien. Et l'amour, cette problématique de l'amour n'échappe pas non plus aux personnes qui ont des maladies neuroévolutives. C'est quelque chose qu'on connaît bien en tant qu'accompagnant, professionnel, en tant que proche, en tant que chercheur aussi, en tant qu'intervenant extérieur qui allons travailler avec ces personnes-là. On se rend bien compte que le lien social est quelque chose qui est très important. Et Kitoud, qui est le père fondateur de l'approche de soins et d'accompagnement centré sur la personne, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a pris vraiment l'amour et ce besoin d'amour comme point central, comme objet central de cet accompagnement centré sur la personne. Il a déterminé un certain nombre de facteurs pour répondre à cet objectif-là, par lesquels il a identifié l'attachement, le confort, l'identité, l'inclusion, l'occupation aussi. Et tout ça va contribuer à faire en sorte qu'on va se centrer sur la personne pour lui apporter l'amour dont il a besoin, pour que cette personne-là aussi puisse prendre soin d'elle-même et travailler sur son amour propre, du coup, et qu'elle puisse être aussi vecteur d'amour vers d'autres personnes. Et je pense que c'est assez intéressant de se rappeler ces éléments-là, puisqu'en fait, à travers les différentes interventions qu'on va avoir, en fait, on va avoir ce lien social qui va être très important. Ce besoin d'attachement, ces liens, ce confort, les occupations aussi des personnes. On va voir que l'occupation aussi, c'est quelque chose qui est assez fort. Le fait, c'est pas juste s'occuper, mais la vie quotidienne, en gros, tout ce que l'on fait dans la vie quotidienne est quelque chose qui ramène un statut de citoyen à la personne.
Ce que je propose, c'est qu'on va commencer du coup par Bernard Guyet et Marlène Garcia. Je passerai ensuite sur tout ce qui est de l'environnement et comment est-ce qu'on agence l'environnement pour les personnes qui sont atteintes de maladies neuroévolutives et des enjeux aujourd'hui qui se posent autour de l'agencement de l'environnement et architectural aussi pour ces personnes-là. On passera ensuite la parole à Aurélie Onagnon qui nous parlera plus précisément de sa pratique d'orthophoniste autour de la déglutition, autour des problématiques de déglutition chez les personnes. Et je conclurai sur les interventions psychosociales et non médicamenteuses d'une manière générale pour la maladie neuroévolutive. Monsieur Guyet, Bernard Guyet, je vous passe la parole. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire marcher quoi que ce soit. Voilà, faut juste, ah oui, ça fonctionne. Très bien. Bon. Oui, bonjour à tous. Merci d'être en nombreux. Bien, nous allons partager le travail avec Marlène Garcia sur la présentation du projet autonome dont on vous a distribué une fiche de résumé sur ses objectifs et sa réalisation, puisqu'elle est en fonction. Et donc, bon, je ferai une liaison avec l'amour, mais bon, c'est vrai que notre association n'est pas vraiment orientée là-dessus, mais au moins sur l'empathie. Et c'est effectivement un peu la base de notre association de présenter un accompagnement et donc de l'empathie avec nos adhérents en leur proposant des conseils, un guide, etc., une orientation éventuelle sur le plan administratif et également de leur proposer des ateliers divers, donc groupe de parole, un atelier de stimulation cognitive, un atelier souffle et voix, un atelier de sophrologie et puis également des activités de balnéothérapie à l'hôpital privé gériatrique qui sont prises d'ailleurs en charge par la sécurité sociale. Voilà. Donc je fais court et puis sans parler des aspects ludiques auxquels on propose donc à notre association lors des permanences tous les mardis après-midi, place Garibaldi, à la maison des associations. Voilà. Alors la liaison avec le projet autonome, c'est qu'effectivement, quand j'ai eu des moyens financiers liés à des dons que je ne voulais pas utiliser en fonctionnement, je me suis adressé donc au CHU, au Centre Expert Parkinson, pour voir si je ne pouvais pas contribuer à une aide, soit en recherche, soit en innovation. Et c'est là qu'on a trouvé un point commun donc avec Violaine Guy, qui était l'ergothérapeute, c'est de création d'un appartement thérapeutique en ergothérapie pour que les personnes se trouvent dans un milieu assez proche de chez eux et qu'ils travaillent vraiment leurs besoins en ergothérapie dans un contexte pratique. Donc on a fait affaire sur ce point-là et donc le GPM s'est retrouvé pilote de l'opération puisque effectivement il s'agit de trouver des sponsors complémentaires et de piloter l'opération, notamment en payant les entreprises. Donc voilà, ça a été le rôle du GPAM, de jouer à la fois le pilotage technique, la recherche d'autres mécènes et le financement, donc le paiement des entreprises participant au projet. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole donc à Marlène Garcia, qui va vous présenter le projet technique réel, donc effectivement, qui fonctionne, qui est en fonction déjà depuis... Ça a été un peu retardé par la pandémie, mais on y est arrivé quand même en début d'année. Voilà, je vous remercie. Allô ? Ça marche ? Merci. Du coup, bonjour à tous. Je suis Marlène Garcia, kinésithérapeute au CHU Pasteur 2 et du coup sur le Centre Expert Parkinson, où on réalise en fait des travaux en éducation thérapeutique. Et un des objectifs justement, c'était à chaque fois d'avoir des pièces ou des éléments pour se rapprocher au plus possible de la vie quotidienne des patients pour qu'ils puissent se sentir dans un milieu où ils pourront en fait adapter les expériences qu'ils feront avec nous et les essais qu'ils feront directement à leur domicile, que ce soit concret. Souvent l'éducation thérapeutique est séparée en plusieurs parties. Une partie qui peut être individuelle pour les personnes qui ont besoin d'abord d'avoir un contact peut-être plus privilégié avec le thérapeute et après, avec un peu plus de confiance, être dans des groupes. Et l'idée, en fait, aussi, c'est d'avoir donc, des groupes avec plusieurs praticiens et plusieurs patients qui peuvent, du coup, échanger leurs expériences, travailler en commun et, du coup, échanger dans une convivialité en reprenant cette notion d'amour de départ, pour être ensemble.
Dans le projet autonome, en fait, il est constitué de plusieurs parties. Il y a quelques photos que vous pouvez voir en noir et blanc avec en fait une partie bureau où l'infirmière de coordination accueille les patients pendant les premières séances pour avoir un contact et échanger sur en fait les objectifs du patient, les difficultés rencontrées, notamment à son domicile, et ses desiderata, les choses qu'il est possible de lui proposer, et justement à quel atelier il serait intéressé lui-même de participer. Donc c'est un bureau avec justement un petit espace avec différentes chaises et un peu comme un salon pour que ce soit moins formel entre guillemets que le contexte hospitalier, mais plutôt comme un espace de discussion entre personnes d'égal à égal. Après, nous avons du coup la cuisine en elle-même. Donc là, on voulait justement avoir une cuisine qui puisse s'adapter à plus de situations possibles pour que justement chaque personne puisse trouver le résultat optimal qu'il puisse obtenir. Donc tout est réglable, que ce soit la hauteur de la table, la hauteur des différents plans de travail, des installations. Et pendant les ateliers, en fait, en fonction des difficultés qui ont été observées ou échangées avec l'ergothérapeute, on amène différents objets, des aides techniques que les patients du coup pourront tester en eux-mêmes et qui pourront améliorer leur quotidien et du coup qui pourront en fait se projeter directement dans leur domicile et la tester du coup en contexte sécurisé sur place. Ça lui permet déjà d'avoir une première appréciation, de voir si effectivement est-ce que ça lui serait utile ou pas, est-ce que ça s'utilise en sécurité ou pas, et en discutant ensemble de trouver la manière optimale pour transvaser ou en tout cas reproduire cela chez lui directement dans son milieu de vie propre. Donc voilà, il y a cet espace. On a aussi un espace en fait audiovisuel, donc parce qu'avec cette période de pandémie qui a encore plus fait comprendre la nécessité pour certains de pouvoir avoir un support sans forcément avoir les personnes directement présentes. Donc ça nous permet de faire des conférences télévisuelles, donc en partie du télétravail, pour si on a besoin de réunions et qu'un praticien n'a pas pu venir, ou si des patients ne peuvent pas se déplacer. Et du coup, il y aurait moyen, dans certains contextes, de quand même faire des séances à distance. Et il y a une partie qui n'est pas présente directement sur la feuille, mais qui faisait aussi partie du projet autonome, qui est en fait un parcours de marche, qui a été installé à un autre étage du CHU, et qui est cette fois-ci pour mettre en relation en fait les difficultés de déplacement du patient avec du coup différents ateliers pour essayer de reproduire des choses du contexte au quotidien, donc des montées de marche, des obstacles à enjamber, des promenades sur les gadets de la plage de différentes tailles, parce que malheureusement nous n'avons pas de sable sur Nice, donc on aura peut-être plus de contact avec les galets. Et voilà, différents éléments. Donc après, par rapport à ça, donc c'est tout ce qui est vraiment matériel technique. Ensuite, il y a le déroulement justement directement des séances que l'on fait. Donc c'est en fonction vraiment du choix des personnes, parce que le principe de l'éducation thérapeutique, c'est que ce n'est pas quelque chose d'imposé, c'est quelque chose de demandé, de souhaité par le patient. Le patient reste le moteur et l'élément conducteur de toutes les séances. Et c'est lui-même en fait qui va acquérir ses propres connaissances, donc et utiliser en fait, on va juste guider et aider en fonction de ses souhaits. Donc du coup, pour les ateliers de groupe, on est plusieurs praticiens pour avoir plusieurs aussi points de vue en quelque sorte et apporter notre propre expertise, et on va essayer de voir en fonction des souhaits des personnes, s'il y a des problèmes de douleur, il y a des problèmes du coup de positionnement, il y a certaines gestuelles qui sont plus difficiles, qu'est-ce qui va pouvoir être fait donc par choix de recettes en fonction, puisque en fait, les séances se déroulent souvent en 3 fois, avec entre 2 et 3 fois, pour que la première séance, ce soit un atelier un petit peu plus simple avec une petite mise en bouche avec une première appréciation des objets et
un premier test et puis une première connaissance, puisque ça permet aussi aux personnes du groupe de se rencontrer, d'échanger au cours de discussions du coup, autour de la table et à la fin de déguster du coup, les éléments, les plats qui ont été concoctés. Et souvent, c'est la partie où on voit le plus de sourires et le plus d'appréciation. Voilà, la partie ludique pour justement que ce soit un moment agréable. Et on avait même un patient qui nous disait qu'il était ravi de venir parce que quand il partait, il disait à sa femme « Non, moi je ne vais pas à l'hôpital, je vais faire un gâteau ». Et sa femme, elle lui disait « Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et il dit « Oui, je vais faire un bon gâteau au chocolat aujourd'hui. » Et avec un petit Tupperware, donc où ils repartent avec leur gâteau pour justement montrer et faire goûter que oui, tout le monde peut bien cuisiner. Voilà, globalement. Merci beaucoup de votre retour d'expérience. Je pense qu'il y aura pas mal de questions par rapport à ça. Ça coordonne bien avec la suite de l'intervention, où effectivement, je pense que toute cette notion de se faire plaisir, de joindre l'utile à l'agréable, finalement, nous renvoie aussi tout simplement à la question un peu de l'écologie de l'intervention dans laquelle on se situe. Et quand on regarde tout ce qui est des agencements des lieux pour les personnes qui sont atteintes de maladies neuroévolutives, la réflexion, elle ne date pas tout à fait d'hier quand même. Il y a un certain nombre de réflexions et qui remontent au moins aux années 70, avec en France notamment un acteur qui s'appelle Georges Cossanel et qui a monté ce que beaucoup d'entre nous connaissent comme étant les CANTOU, les centres d'animation naturels tirés d'occupations utiles. Ces CANTOU ont fait pas mal de bruit au départ. Ils ont été assez peu finalement acceptés de la part de la communauté médicale en France, qui les a assez vite reniés. C'était pas quelque chose qui était considéré comme sérieux parce qu'on n'était pas dans un contexte hospitalier, qu'on ne gérait pas les personnes comme des patients, mais plutôt comme des habitants. Et par conséquent, ça a été vraiment rejeté pas mal en bloc en fait au départ. Par les autorités sanitaires, par les autorités sociales, par la communauté médicale d'une manière générale. Ça a été rejeté en France, mais ça a vraiment pris partout ailleurs dans le monde. On a vu des exemples fleurir en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Bref, pas mal d'exemples comme ça qui sont nés dans ces pays-là. Et après cette première expérience-là, en fait, en s'inspirant de ces premières expériences-là. Et c'est à partir de là que d'autres pays, finalement, ont vraiment commencé à avoir une vraie réflexion architecturale sur l'aménagement des espaces et comment l'aménagement des espaces pouvait aider les personnes qui avaient des maladies neuroévolutives. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important de souligner. Et là encore, on est sur quelque chose qui, à l'époque, n'était pas suffisamment sérieux pour pouvoir être considéré comme bienfaisant par rapport à la personne. En France, ça a repris un peu d'ampleur dans les années 90, où finalement on a revu fleurir et les gens se sont quand même dit les CANTOU c'est pas mal, et notamment les opérateurs de maisons de retraite se sont un peu emparés du concept et s'en sont servis pour les mettre dans leurs EHPAD. Enfin, à l'époque c'était les maisons de retraite. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à l'époque, c'est plutôt la fonction de sécurisation, de mettre la personne en sécurité, qui va prédominer sur les aspirations, sur les usages de la personne. Et donc, du coup, ce qui compte, finalement, quand on regarde un peu ce qui se passe à cette époque-là en France, c'est que la personne, elle est en sécurité dans son CANTOU. Ce qu'elle y fait, ça importe peu. Ça rapporte à peu près peu. Il y a forcément des équipes qui se sont beaucoup penchées sur l'accompagnement, etc. Je ne vais pas dire que ça n'existait pas, mais du point de vue des autorités, du point de vue de la recherche par rapport à ça, ça importait assez peu de ce qui se passait à l'intérieur de ces CANTOU. Et on se rend compte, du coup, que l'environnement commence à avoir un impact sur le comportement. Et il commence à y avoir des personnes qui commencent à s'intéresser à ça de plus près en France. Et dans les années 2000, il se développe un peu toute une recherche par rapport à ça. D'une recherche qui se développe et avec l'international, etc. Et aujourd'hui, nous, on a le Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité à Rennes. On a fait une étude il n'y a pas très longtemps. Où on a posé la question aux résidents, aux familles, aux professionnels sur qu'est-ce qu'il fallait dans un environnement, finalement, pour qu'ils se sentent bien dans une maison de retraite. Quels étaient les environnements qui allaient contribuer le plus à leur qualité de vie? Et je vous le mets dans le mille, en fonction du résident, de la famille ou du soignant, on a des choses qui sont pas mal différentes. Très clairement, dans les choses qui sont à peu près identiques, ce qu'on retrouve, c'est les dimensions. On veut des dimensions qui sont à taille humaine. Très clairement, ça, c'est quelque chose qui ressort pas mal actuellement dans les différentes recommandations. On veut du lien social aussi. Ça, tout le monde le dit. Et effectivement, il n'y a pas de trop de débat par rapport à ça.
Et puis émerge, et surtout de la part des résidents, ce besoin d'empowerment en fait. Le fait de pouvoir agir, de fait de garder ce pouvoir d'agir et de pouvoir continuer à faire des choses pour elles-mêmes. Et ça, on se rend compte que l'environnement peut y contribuer. Et on se rend compte que ça, famille et professionnels, ils sont un peu moins pour et un peu moins fans de ce genre de choses-là. Pourquoi ? Parce que c'est un peu plus de prise de risque finalement. C'est une prise de risque qui pourrait leur incomber d'un point de vue pénal, on ne sait jamais. En tout cas, on n'a pas envie de mettre son proche dans une situation qui pourrait être risquée, mais quand on demande aux principaux intéressés ce qu'ils en pensent, eux, ils n'ont rien contre prendre ce risque. Finalement, ils sont plutôt partants pour le faire. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que on considère assez peu leur voix, et on va plutôt prendre quand même celle de la voix dite raisonnée, celle des aidants, celle des professionnels qui sont les sachants, finalement. Ça appelle un peu à d'autres principes moraux que l'amour, qu'on disait tout à l'heure en plus. D'autres principes moraux qui sont forts, qui sont celles de la liberté de choix, le statut aussi de la personne, le statut en tant que citoyen, et de la dignité de la personne. Et c'est vrai que là, on commence à se poser un certain nombre de questions qui vont être en lien avec l'architecture. Et c'est des principes qui aujourd'hui président un groupe de chercheurs au niveau international qui travaillent sur un manifeste sur comment agencer les lieux de soins pour les personnes qui ont des maladies neuroévolutives. Alors on parle de démence à l'international. Et ce groupe a un site internet, vous pouvez aller le voir, ça s'appelle c'est Design for Dementia Dignity Manifesto. Et donc ça, vous pouvez tout à fait aller voir. Je pense qu'on pourra peut-être mettre le lien sur le site ou d'une manière générale pour que tout le monde puisse aller voir. Et il y a un certain nombre de principes qu'ils édictent dans ce manifeste-là. Et ce qui est assez intéressant, qui recoupe un certain nombre de questionnements que l'on a pu voir, que j'ai pu mettre en exergue à l'instant. Ce qu'on veut, c'est des conceptions qui prennent en compte les besoins de la personne dans sa globalité, plutôt que dans sa spécificité. On ne cherche pas tellement, finalement, à rendre compte des besoins typiques de la démence, mais des besoins de la personne d'une manière générale, de telle manière à ce qu'elle puisse se sentir bien en tant que citoyen à part entière. Des projets qui donnent en priorité les possibilités aux personnes de vieillir chez elles, d'abord avant tout, avant de commencer à travailler sur les institutions. Et là encore, on est vraiment dans ces logiques aujourd'hui dites domiciliaires, on va essayer de privilégier finalement le maintien au domicile des différentes personnes. Des projets qui ancrent la personne dans son environnement intergénérationnel. Là encore, c'est finalement relativement naturel. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'artificiel dans l'environnement intergénérationnel. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des petits-enfants qui ne sont pas les nôtres. En plus de ça, on est quand même tous au courant que les enfants des autres sont les moins bien élevés. Et du coup, non, c'est vrai. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de faire des vrais environnements intergénérationnels. Moi, je suis d'une autre génération des personnes dont je m'occupe. Donc déjà, on est dans l'intergénérationnel. C'est garder cette nature-là, en fait, ce côté naturel de l'intergénérationnel. C'est des projets qui sont conçus en collaboration avec les personnes. Et ça, on se rend compte que c'est trop peu fait, d'une manière générale. C'est des projets qui mettent l'accent sur les compétences des personnes, plutôt que sur le déclin fonctionnel. On n'est pas dans la compensation. On va plutôt chercher à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut trouver des opportunités dans ces compétences. Et on verra tout à l'heure que c'est quelque chose que, d'une manière globale, on cherche dans les interventions non médicamenteuses et dans les interventions psychosociales. C'est des projets qui portent finalement les libertés de choix, de décision des personnes, plutôt que des projets qui reposeraient sur la définition d'un risque qui serait acceptable par un tiers ou par une institution. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment encore sur cette notion de risque notamment. Bref, tout ça, ça appelle une réflexion sur ce que constitue finalement un chez-soi dans l'EHPAD, dans le domicile. Comment est-ce qu'on peut reproduire ce chez-soi-là dans d'autres lieux que le domicile des personnes. Et c'est vrai que ça appelle des notions qui peuvent être relativement juridiques aussi. Notamment cette notion de contrat de séjour, quand on arrive dans un EHPAD, quand on arrive dans un établissement médico-social. Contrat de séjour finalement dans lequel on n'a pas une jouissance absolue des lieux tels qu'on pourrait l'avoir dans un bail, comme un bail, quand on loue un appartement, tout simplement. Finalement, dans l'appartement, à partir du moment où on ne le dégrade pas, on y fait à peu près ce qu'on veut. Dans une chambre, dans un EHPAD, on n'y fait pas tout à fait ce qu'on veut quand même. Il y a un règlement intérieur, on le signe, et on ne fait pas ce qu'on veut non plus dans les pièces de vie communes. Bref, on n'est pas tout à fait chez soi. Et rien que ça, juridiquement, c'est quelque chose qu'il est important de souligner. Il y a cette question de l'enfermement aussi, que l'on oublie un peu, aussi qu'on a un peu tendance à oublier. On a beaucoup parlé de confinement, effectivement, on s'est beaucoup attristé que les personnes étaient chez elles, qu'elles ne pouvaient pas sortir, mais on a un peu tendance à oublier que les personnes qui avaient des maladies neuroévolutives, elles étaient finalement enfermées toute l'année dans leur lieu. Et elles étaient confinées tout le temps.
Et finalement, ça pose aussi question sur les droits de ces personnes-là et sur les droits de privation de liberté. Je crois qu'en somme, si on doit résumer un certain nombre de ces propos-là, si on doit d'abord le rejoindre par rapport aux notions d'amour sur les soins centrés sur la personne, effectivement, on va travailler sur le confort, sur l'identité, sur l'attachement au lieu, et aussi sur les liens affectifs que les occupants peuvent avoir avec les autres occupants de ces lieux-là. Et je crois que si on doit résumer un certain nombre de propos d'un point de vue juridique, mais dont la signification, finalement, et la portée va bien au-delà de ces disciplines, c'est de se dire qu'on va essayer de passer d'un résident, quand on parle d'EHPAD, d'un résident objet de droit à un habitant sujet de droit. Et ça change complètement la perspective dans laquelle on va aborder les personnes. Aurélie, je te passe la parole. Oui, merci. Je vais essayer de faire le lien avec tout ce qui a été dit. Alors, Kevin, tu as dit que j'allais intervenir sur la déglutition. Je vais être un peu plus large que ça. Donc effectivement, j'interviens dans les EHPAD dans tous ceux qui veulent être formés sur les troubles de déglutition. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation. L'alimentation, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et l'alimentation, c'est se nourrir. Ce n'est pas que se nourrir d'aliments. Quand nous sommes une culture, nous, Françaises, gastronomique, et on aime inviter les gens chez nous, on leur cuisine quelque chose, on invite nos amis à venir manger chez nous. Quand on partage un repas, on ne partage pas que des aliments. On partage des moments, on partage des échanges, on partage des émotions, on partage de l'amour. On cuisine avec amour et c'est une dimension qui imprègne toute la vie quotidienne de chacun et chacune. On prépare nos repas, on réfléchit à ce qu'on va faire, on anticipe, on fait aussi son potager et tous nos temps sont rythmés par les repas. Voilà, je pose le cadre pour que vraiment vous puissiez entendre qu'une fois qu'un diagnostic de maladie neuroévolutive est posé, tout ça vient être totalement parasité. En fait, quand on cuisine, l'alimentation n'a pas qu'un lien alimentaire, c'est un lien social. Et là, je vois, on a notre table ronde, notre forum, c'est des interventions psychologiques, sociales et environnementales. Le lien à l'alimentation, pour moi, ce n'est pas une intervention, on est sur de la poursuite. Quand une personne a un diagnostic de maladie neuroévolutive, on doit poursuivre ce rôle à l'alimentation. Je vais en venir au cœur du problème. Quand on a ce diagnostic-là, tout de suite, on va être dans de la prévention, dans attention, on doit adapter l'environnement, on doit faire en sorte que ça doit être efficace, on doit éviter des fausses routes, on doit faire en sorte que la personne puisse se nourrir correctement et du coup, on va complètement couper la personne de ce lien à l'alimentation et de tout ce qui faisait son quotidien jusque-là. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très marquant et que je retrouve, quel que soit le milieu, que ce soit dans du maintien à domicile ou que ce soit en EHPAD. En EHPAD, quand la personne entre, elle n'est plus libre du choix des menus, elle n'est plus libre de cuisiner de la façon dont il ou elle voudrait. De même, quand il y a un potager, c'est chouette, hein, mais on n'est pas forcément à même de manger directement ce qu'on a cultivé. En fait, la personne, quand on lui coupe ce lien-là, on lui enlève des repères. Voilà, on lui enlève ses repères déjà au niveau de son quotidien. On ne maîtrise plus la préparation, le choix. Donc, on coupe un petit peu cette horloge-là de la personne. Alors après, il y a le côté de l'orthophoniste qui parle. C'est-à-dire que déjà, enlever toute cette phase-là, alors les orthophonistes dans la salle, je sais qu'il y en a, sauront de quoi je parle quand je parle de phase préorale. Vous savez tous que des fois, vous marchez dans la rue, vous n'avez pas faim, vous passez devant une boulangerie et à d'un coup, vous avez faim parce que vous avez senti l'odeur du croissant. Et bien, toute cette phase-là, on l'enlève en fait. On l'enlève à nos résidents d'EHPAD, on l'enlève aux personnes qui sont à domicile et qui vont avoir... Alors, c'est chouette, hein, ils ont des portages de repas. Mais on enlève toute cette phase-là qui va déjà être... le fait d'enlever tout ça, on est déjà en train de les préparer à des troubles de déglutition. Et les troubles de déglutition, on les emmène aussi directement sur le chemin de la dénutrition.
on les emmène sur le chemin des pneumopathies et de la déshydratation. Et en fait, c'est presque même pas quelque chose de très grave quand on pense aussi à tout le côté social. Et il y a ici des soignants dans la salle qui ont vécu le confinement en EHPAD. Et je pense que vous avez vécu cette situation-là où les résidents étaient enfermés dans leur chambre et mangeaient tout seuls. Et quand on leur apporte le repas, qu'ils vous disent « Vous vous asseyez avec moi pour manger avec moi ?» Voilà. Voilà, toute cette phase-là, et je vais revenir un petit peu, et pour ceux qui auront eu le Covid dans la salle et qui auront subi l'anosmie et la gueusie, donc perte de goût et d'odorat, je suis sûre que vous avez perdu du poids. Et ben en fait, c'est pareil chez nos personnes âgées qui perdent un petit peu la stimulation olfactive. Et ben déjà, on est déjà en train de les mettre en situation de dénutrition et de déshydratation, voilà, de pneumopathie. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est à garder en tête vraiment pour l'adaptation de l'environnement, et ça fait le lien justement avec les adaptations, alors des cuisines thérapeutiques. Alors je déteste ce terme parce que tout est thérapeutique en EHPAD, alors qu'en fait c'est juste de la vie. On a des jardins thérapeutiques, alors oui, j'ai dit que je le dirais. Cuisine thérapeutique, non, ce n'est pas thérapeutique, c'est juste du maintien de la vie en fait. Et c'est un continuum de ce qui est fait à la maison, et que quand on rentre en EHPAD, non, on ne doit pas arrêter tout ça. On est sur maintenir un petit peu ce lien à l'alimentation. Alors il y a beaucoup de lieux qui le font, je ne suis pas dans une critique, il y a vraiment, je pense au PASA, justement au pôle d'activité et de soins adaptés, qui intègre toute cette dimension-là. C'est aussi permettre aux personnes de garder leur intégrité, leur utilité. Quand on n'est plus utile à la société, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre en fait ? Et c'est tout l'enjeu de l'institutionnalisation ou même de maintien à domicile. À quoi je sers ? Eh ben, si c'est juste pour éplucher des patates, eh ben, je me sens utile quand même. Si c'est pour aller planter mes légumes, c'est utile aussi. Et même si j'ai une maladie neuroévolutive, même si j'ai une démence, eh ben, je peux encore garder pendant un petit moment le réflexe de peler des patates. Je peux aussi, si j'ai une maladie de Parkinson, on peut tout à fait me mettre un siège adapté pour que je puisse faire des semis, par exemple. Voilà, tout ce genre de choses-là, on est dans l'alimentation, on est dans le lien social, on est dans l'adaptation à l'environnement. Et on est vraiment dans le maintien de la vie. Alors, c'est tout l'objet un petit peu de nos 2 jours. On est sur un enjeu éthique parce qu'on est à la croisée des chemins, justement, entre un lieu de vie et un lieu de travail, et entre le curseur de la responsabilité des personnes qui vont encadrer les personnes atteintes de maladies neuroévolutives et la liberté de ces personnes. C'est-à-dire que ces personnes, chez elles, elles pourraient faire ce qu'elles voudraient. Mais quand on est en institution, est-ce que la direction est prête à prendre ce risque-là ? Vous avez tous connu le cas d'une personne qui, par exemple, en EHPAD, mange en texture mixée, qui ne mange pas beaucoup, qui ne prend pas de plaisir à manger. Par contre, quand elle va partir chez elle ou du moins en famille, et la famille va être toute fière de vous dire « Ah bah, elle a tout mangé, puis alors sans problème, hein. » Bah oui, parce qu'il y avait le côté plaisir. Et ce côté plaisir-là, on l'oublie malheureusement, mais pour des raisons qu'on connaît tous et toutes, le manque de moyens, de temps, le manque d'encadrants. Et pourtant, voilà, on fait du mal alors qu'on pourrait vraiment faire du bien. Et c'est vraiment une chose... Qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère avoir une personne, la maintenir longtemps en lui laissant manger des textures ? Alors, je prends toujours l'exemple de la texture hachée, parce que vous voyez tous de quoi je parle. On ne sait pas forcément ce qu'on a dans l'assiette. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui sont très bien. Ou alors, est-ce qu'on préfère lui laisser prendre le risque de manger ses frites à la main, mais la voir sourire, cette personne-là, et... prendre du plaisir avec la vie qui reste en fait, parce que l'EHPAD c'est la vie, c'est pas juste un maintien jusqu'à la fin. Et voilà, plusieurs patients me l'ont dit, moi je préfère me faire plaisir, tant pis si je fais une fausse route, au moins j'aurais pris vraiment plaisir à le manger, ce croissant. Voilà. Et on est toujours sur un curseur entre les responsables, les encadrants, les personnes elles-mêmes, et le discours ne sera pas forcément le même. Donc qui on écoute, qui on privilégie. On est dans un cadre éthique, on est dans l'adaptation de l'environnement. Bon, forcément, moi j'aurais tendance à penser que chacun est libre de son choix. Effectivement, quand on est dans un cas de personnes atteintes de démence,
qui prend cette décision-là. Voilà. Donc, c'est une question qui n'a pas forcément de réponse, mais qui mérite qu'on se la pose et du moins qu'on essaie d'adapter par amour, justement. Voilà, je vais revenir là-dessus pour essayer de boucler la boucle. Par amour pour nos proches et aux personnes qu'on encadre, qu'est-ce qu'on préfère pour elles et qu'est-ce qu'à leur place, peut-être, on aimerait qu'on fasse pour nous. Voilà. Je vais résumer rapidement en fait, les différents points qui sortent parce que je pense qu'il y a des discussions qu'on peut avoir et que l'objectif c'est quand même de laisser la parole à la salle. Il y a pas mal de choses qui sont sorties des différentes interventions. Je pense que la notion d'environnement est importante, la notion d'effectivement du côté écologique, du côté de la vie, du côté de la vie quotidienne, quelque chose qui ressort beaucoup. Il y a cette notion de thérapeutique ou de réhabilitation qui peut paraître un peu galvaudée par rapport aux objectifs, et notamment sur des maladies dont les causes sont organiques. Et on peut se poser la question de est-ce que nous, avec des interventions non médicamenteuses, on peut être thérapeutique par rapport à ça. Je pense qu'on peut faire beaucoup de bien par rapport aux personnes, qu'on peut améliorer la qualité de vie. Et que déjà, si on arrive à prouver ça, c'est quelque chose qui est effectivement très très bien. Et c'est déjà un élément bien supérieur à ce qu'aujourd'hui n'importe quel médicament a pu faire par rapport aux maladies neuroévolutives. En fait, ce que ça pointe surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de progrès de la médecine, et Cynthia Fleury le dit bien dans une phrase, justement pour pointer ces progrès de la médecine, c'est que la maladie chronique, elle n'est pas passée du côté de la mort, elle est plutôt passée du côté de la vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on vit avec une maladie chronique. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on prenne aussi en considération que dans une maladie chronique, on va avoir un certain nombre de compétences qui vont être différentes par rapport aux personnes qui n'ont pas cette maladie chronique. Et donc, du coup, il y a une autre manière, enfin, d'autres cibles que les interventions non médicamenteuses, que les interventions psychologiques, sociales, environnementales, sur lesquelles elles doivent s'orienter. Et notamment dans une perspective, et c'est très, très à la mode, et c'est très, très abordé actuellement dans une perspective d'inclusion. Or, quand on parle de faire inclusion, il ne s'agit pas forcément de s'apitoyer sur la personne, ni prendre pitié de celle-ci, en cherchant éventuellement, parfois même, à essayer de compenser l'incompensable pour ces personnes-là. En fait, faire inclusion, à l'inverse, je pense que c'est reconnaître le droit de chacune de ces personnes-là. Et c'est un peu ce qu'on nous a dit ce matin, ce que nous disait Fabrice Xil ce matin, par rapport au retour d'expérience qu'il y a eu du Covid. C'est reconnaître les aptitudes à s'exprimer de tout le monde, ces aptitudes à s'exprimer, mais ces aptitudes à s'exprimer, mais aussi ces aptitudes à faire. C'est répondre à des ambitions qui sont assez individuelles, finalement. C'est permettre de vivre une vie un peu comme tout à chacun, seul ou accompagné. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de retenir d'une manière générale. Ça implique du coup un certain nombre d'autres choses. Et comme on le voyait tout à l'heure sur l'environnement, ça implique de se centrer plutôt sur les compétences plutôt que sur la dépendance et les restrictions d'activité que la dépendance engendre. Là, si on part sur les compétences, on va plutôt aller sur des opportunités de compétences des personnes et voir comment est-ce qu'on peut développer un certain nombre de choses avec elles. J'essaie de résumer encore un peu plus tout ça. C'est partir aussi d'une autre logique qui est autre que celle de la compensation qu'on a un peu l'habitude de faire, et notamment avec le financement de la dépendance. On est encore dans ces logiques de compensation. Et finalement, il y a à se poser la question de est-ce que ce ne serait pas plutôt intéressant de partir sur un financement de la compétence, où effectivement on va viser ce que savent faire les personnes, et à partir de ce qu'elles savent faire, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut leur donner l'argent pour qu'elles puissent se développer et qu'elles puissent maintenir une activité au quotidien. Et ça, je pense qu'il y a un certain nombre de besoins concrets qui ressortent de tout ça, qui sont finalement des besoins, des approches, des interventions qui qui devraient plutôt se fonder sur les besoins des personnes que sur les moyens qu'on a en œuvre. Aujourd'hui, c'est clair que quand vous allez dans un établissement et que vous posez la question au directeur d'établissement, qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme intervention psychosociale, comme intervention non médicamenteuse ? Moi, j'aime bien la musicothérapie, donc du coup, j'ai vraiment développé la musicothérapie dans mon établissement. La question, c'est pas est-ce que le directeur ou les professionnels aiment bien la musicothérapie, c'est est-ce qu'on a besoin de la musicothérapie dans cet établissement ? Est-ce qu'on a besoin d'un orthophoniste ? Est-ce qu'on a besoin d'un kiné, d'un ergo ? Est-ce qu'on a besoin de faire des ateliers mémoire ? Et quelles sont les personnes qui en ont besoin ? Et ça, je pense qu'il faut bien cibler les besoins, et ensuite, on peut commencer à mutualiser ces moyens-là entre les différents établissements pour qu'on ait les bonnes interventions qui puissent intervenir sur un territoire. Il s'agit aussi de légitimer ces approches par une assise universitaire, et ça, je pense qu'il y a vraiment un vrai besoin à ce niveau-là. Et enfin, je dirais qu'il
il faudrait peut-être confier la reconnaissance et l'efficacité de ces interventions à une gouvernance qui soit, enfin, une instance qui soit étatique, un peu comme la HAS le fait, pour les médicaments notamment, de telle manière à vraiment pouvoir bien cibler quelles sont les interventions qui fonctionnent, et comment est-ce qu'elles fonctionnent, et celles qu'on préconise pour tel ou tel type de symptômes.